suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Rituel du matin à Tamanujung. Des offrandes de fleurs pour honorer la nature, des invocations aux divinités hindoues pour la prospérité des lieux, Ici à Bali, les cultes font partie du quotidien. C'est la seule île de l'Indonésie à pratiquer l'hindouisme au sein d'un archipel musulman. Le jardin de Tamanujung était au début du XXe siècle un domaine royal dédié au repos et aux cérémonies religieuses. Les jardins flottants de Tamanujung sont l'œuvre du roi Anak Agung, dernier roi à gouverner la région de l'Est de Bali. Il les fait construire entre 1912 et 1921. L'Indonésie est alors sous domination hollandaise, mais les rois des provinces continuent d'exercer un pouvoir local. Le lieu est soigneusement choisi en raison de la présence de sources sacrées sous un étang ouvert sur la mer. Made Vijaya est un paysagiste australien installé à Bali depuis 34 ans. Il me conduit vers l'ancienne porte d'entrée qui domine le décor de Tamanujung. Made, peut-on dire que le jardin de Tamanujung est vraiment en équilibre entre deux paysages puissants, le volcan, la forêt, et puis la mer? C'est un endroit fantastique. Il se situe entre Lunongabang, une montagne qui domine les villages de l'est de Bali, et le détroit de Lombok. C'est la pointe est. C'est pour cela qu'il s'appelle Ujung. Ujung signifie le bout, la fin. Le matin du monde, là où le soleil se lève sur le monde hindou. C'est un endroit naturellement béni par son sublime emplacement dans un cadre exceptionnel, un lieu béni des dieux. L'étang était un endroit puissant, un point magnétique, un emplacement considéré par les hindous comme parfait pour disperser les cendres des défunts vers la mer. Made, c'était donc un lieu où on venait chercher la tranquillité. Bali n'est pas très réputé pour sa tranquillité. Il y a toujours des gongs hindous qui retentissent quelque part. Mais il y a tout de même une certaine forme de quiétude. Et à l'origine, le jardin était très serein. Tous les palais possédaient un taman, c'est-à-dire un jardin d'agrément pour le roi, un lieu de méditation pour se ressourcer et organiser des cérémonies. L'axe de la porte d'entrée historique et son escalier monumental traversent le jardin dans sa largeur et le découpent en deux rectangles. Deux grands bassins accueillent des pavillons flottants, accessibles grâce aux passerelles piétonnes.
un pavillon de méditation surplombe l'ensemble. Le jardin comprend également de nombreuses parcelles de riz encore cultivées aujourd'hui. Madé, on est complètement familier avec la forme de ce jardin, avec le dessin de ce jardin. Finalement, c'est un jardin formel. Les jardins géométriques, on les connaît en Europe, en France, en Hollande, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Ce jardin est un cadeau du gouvernement colonial hollandais au roi, fait par un architecte hollandais, Van den Ens, qui a travaillé en collaboration avec l'architecte chinois Lotto Hang, l'architecte attitré du roi. Ils ont commencé à jouer avec les codes des jardins européens, mais beaucoup d'éléments appartiennent au style balinais. Vous avez le pavillon flottant, le balai gili, l'autre joli pavillon flottant sur le lac, qui reprend bien les formes du palais balinais ouvert. On retrouve aussi le pavillon de méditation, le balai bundar. Le jardin possède toutes les caractéristiques du jardin formel européen, ce qui, à l'évidence, était une volonté de l'architecte hollandais pour satisfaire les goûts du roi en créant une sorte de jardin européen exubérant, mais qui respecte également la tradition hindoue. Vous savez, l'Asie du Sud-Est était représentée principalement par l'Inde. C'est pour cela qu'on retrouve des influences indiennes et européennes. Et puis, il y avait l'architecte chinois pour interpréter les souhaits du roi dans la décoration. Et je pense que les statues ont toutes été créées par le sculpteur attitré du roi. Le palais Gili était la résidence de villégiature du roi et de sa famille. Il y recevait ses invités de marque et les rois des pays voisins. Il y affirmait sa culture artistique et son pouvoir. Boulantrisna Jelantik est la petite fille du roi. Elle aime revenir dans le jardin de son enfance. Bulan, avez-vous gardé des souvenirs de votre enfance à Tamanujung? Oui, je me rappelle très bien. Quand j'avais 5 ou 6 ans, je venais souvent ici pendant les vacances, quand il n'y avait pas école. Nous aimions bien courir sur les passerelles, aller et venir avec mes petites sœurs. Nous courions tout ensemble. Puis, ce qui me revient du passé, c'est que beaucoup de monde venait souvent ici. Les gens du peuple, notamment à l'occasion des fêtes hindouistes, pour pique-niquer, pour se balader, juste pour s'asseoir, manger, en regardant le beau paysage du jardin. Quelle était la personnalité de votre grand-père? Quand j'étais petite, je me souviens, mon grand-père ne parlait pas beaucoup, mais il était très gentil. Là, c'est mon grand-père. Il aimait marcher dans le jardin. Et lors de ses promenades, les gens se baissaient comme ça quand ils le croisaient. C'est comme ça que ça se passait. Quant à nous, la famille, nous devions nous asseoir aussi quand on le rencontrait. Nous n'avions pas le droit d'être plus haut que lui. Ici, il y a un ancien album. J'aime bien collectionner les photos. Là, ce sont les débuts de la construction. C'est très ancien, environ en 1920. Par exemple, ici, c'est là qu'on courait. C'était en 1953. Là, c'est moi. Et là, c'est ma petite sœur.
Et puis là, une très belle photo de la même époque. Elle date des années 50. Cette photo est la dernière image du jardin tel qu'il était à l'époque du roi Anak Agung. Le jardin a subi 2 catastrophes naturelles. L'éruption du volcan Agung en 1963 le détruit en grande partie, ainsi que de nombreux villages alentours. Le désastre marque le roi jusqu'à sa mort en 1966. Quelques années plus tard, un tremblement de terre laisse le domaine pratiquement en ruine. Il faut attendre les années 2000 pour que le gouvernement indonésien et la Banque mondiale prennent en charge la rénovation du domaine de Tamanujung dans le respect du style établi par le roi. Tamanujung est aujourd'hui un parc public, le plus grand de l'île et le seul à avoir gardé son authenticité historique. On vient toujours s'y ressourcer dans le calme et la nature. Et pour le temps d'un mariage, on peut même s'imaginer être un roi ou une reine. On vient également y apprécier la fraîcheur à l'ombre des manguiers centenaires. Ce sont les seuls arbres à avoir résisté aux 2 catastrophes. Bapak Nyoman est le chef jardinier de Tamanujung. Il a participé à la restauration du parc. La structure géométrique et les perspectives des allées sont ponctuées par de petits arbustes persistants à feuilles rouges, le syzygium. L'ensemble évoque les jardins européens et l'influence hollandaise. Nyoman, le balai Bundar, c'est un des pavillons très symboliques en fait, qu'on va retrouver dans le jardin. Chacun de ces pavillons, ils sont reliés soit par des passerelles, soit par des allées qui sont soulignées finalement par des éléments végétaux. Quel choix avez-vous fait pour les plantations lors de la restauration ? Nous avons choisi des plantes et des arbres qui étaient là à l'époque du royaume. Des manguiers, des araucarias, également d'autres arbres fruitiers, comme par exemple le grenadier, et aussi le dattier, dont les fruits sont utilisés lors des rituels religieux. Il y a aussi de nombreuses fleurs, non seulement pour embellir le jardin, mais aussi comme élément essentiel dans les cérémonies. Lors des prières aux divinités, les hindouistes de Bali utilisent les fleurs selon leur couleur. Les fleurs blanches sont utilisées pour prier le dieu Iswara. Les fleurs rouges sont utilisées pour prier le dieu Brahma. Et les fleurs jaunes sont utilisées pour prier le Mahadewa. Ici, à Bali, les hindouistes, quand ils prient les dieux, utilisent toujours des fleurs, parce qu'ils pensent que les fleurs apportent des valeurs nobles à celui qui prie les dieux. Les fleurs sont si précieuses à Bali
que les agriculteurs ont pour coutume de leur dédier une parcelle au sein de leur rizière. Non loin du jardin de Tamanujung, Budi est riziculteur et horticulteur. Quotidiennement, il cueille les fleurs de sa production pour les vendre sur le marché local. Pendant 3 jours seulement, les pétales sont au maximum de leur épanouissement. Philippe, Ouais. Tu vois, Jean-Philippe, le temps idéal pour les cueillir, c'est la fin de l'après-midi. Le matin, il y a encore beaucoup de rosée, donc elles n'ont pas encore assez de grâce, alors que l'après-midi, elles sont bien sèches et c'est beaucoup mieux. Et Budi, quel type de fleurs vous cultivez ici? Pour le moment, je n'ai planté que 2 types de fleurs, des patchars et des œillets d'Inde, celles qui sont jaunes là-bas, c'est tout. Alors ce que vous appelez, vous, les patchap, c'est ce que nous on appelle les balsamines, mais qu'on appelle aussi impatience. Ouais. Jung. Budi, celle-là elle est trop jeune, faut pas la prendre. Non, non, elle est encore petite. Trop jeune. On la laisse jusqu'à ce qu'elle soit grande. Bah là on en a un bon petit paquet déjà. C'est beau, hein? Il y a beaucoup de couleurs, n'est-ce pas? Alors là, Budi, toutes les petites fleurs qu'on vient de ramasser, elles vont partir directement à la vente. Oui. On cultive ces impatiences pendant toute l'année parce qu'on a besoin de beaucoup de fleurs à Bali. En particulier pour les hindouistes, parce qu'ils doivent faire des offrandes tous les jours, comme une forme de gratitude envers leur Dieu. Grâce au climat tropical de Bali, les balsamines et les œillets d'Inde poussent toute l'année, tandis que le riz, ici, n'offre que 2 récoltes par an. Cela permet aux agriculteurs balinais d'alterner leur production et de mieux en vivre. Les fleurs nécessaires au rituel dans le jardin de Tamanujung proviennent des rizières alentours, excepté les fleurs de frangipanier qui poussent en abondance dans les allées du jardin. Nous allons utiliser des fleurs pour notre prière. Nous prions le Dieu Tout-Puissant pour lui exprimer notre respect. Parce que, grâce à son pouvoir, nous sommes capables d'agir. Une fleur blanche, une autre, puis celle-ci, et encore celle-ci. On les réunit, et c'est comme ça que nous exprimons notre respect au Dieu. Les odeurs d'encens, de fleurs, les chants psalmodiés, tout invite à la méditation. Le roi méditait quotidiennement. Il avait pour devoir de transmettre à son peuple les valeurs spirituelles. La conception de son jardin illustre cette démarche.
Made Suarda est l'auteur d'un ouvrage qui propose une lecture symbolique de Tamanujung. Selon vous, quelle est la signification des deux grands bassins du jardin de Tamanujung? Ces deux grands bassins représentent les plateaux d'une balance. Ils symbolisent la justice. Ils symbolisent le droit. Tandis que l'eau, paisible, est elle-même le but de la juste application de la loi, qui apporte la tranquillité dans la société. Donc on inscrit la forme de la justice dans le dessin du jardin. Au milieu de ces deux bassins, il y a des pavillons. Le pavillon Wantilan, c'est l'endroit pour juger les gens qui violent la loi. Celui qui se trouve au nord, c'est le pavillon Gili. De là, le roi gouvernait et administrait la vie de son peuple. Dans l'esprit du roi, le pouvoir et la justice devaient s'équilibrer. Pour Made Suarda, les obstacles dans la vie des hommes sont représentés sur les arches de la passerelle qui mène au palais de la justice. La colère, l'avidité, la confusion de l'esprit, l'ivresse, la luxure et la jalousie. Quand les hommes passent par ces 6 états, qui représentent des ennemis pour leurs esprits, ils sont amenés à commettre des actes qui violent la loi. Et depuis cet endroit, le roi et les autres hauts fonctionnaires d'État jugeaient tous ceux qui avaient violé la loi. Ils allaient ensuite être jetés dans le bassin d'Ira, qui symbolise le purgatoire. Les hors-la-loi étaient ainsi lavés de leurs péchés. Made, selon vous, en fait, le jardin de Tamanujung, c'est comme un tribunal à ciel ouvert. Tamanujung n'évoque pas seulement la loi et la justice. Nous sommes ici dans un lieu où le roi a établi ses concepts de gouvernance, avec un idéal fondé sur l'évolution des mentalités et de la moralité. Ce jardin n'est pas seulement un lieu pour gérer les affaires d'un tribunal. Le jardin veut inspirer tous les chefs de la région, afin d'amener le peuple et le pays vers la justice et la prospérité pour toujours. C'est ça, en fait, l'essence du concept du Tamanujung. Le jardin de Tamanujung témoigne d'un monde qui n'est plus. Mais la volonté du roi qui l'a conçu se lit encore lorsque l'on s'y promène. Malgré une reconstruction récente et presque intégrale du jardin, les concepteurs ont réussi à restituer l'esprit des lieux. Il lui faudra cependant plusieurs années pour retrouver tout son charme et sa patine.